Chapitre 3. Le consigliere. Hé, pourquoi es-tu si gros, Lazzaro? Parce que j'ai une vie intérieure très riche. J'ai dû pousser les murs pour faire de la place. Cette plaisanterie durait depuis 30 ans, mais visiblement elle n'avait rien perdu de sa fraîcheur, à en juger par l'opiniâtreté avec laquelle l'épicier la resservait dès qu'il y avait un nouveau client, ou par l'hilarité qu'elle continuait à déclencher. Lazzaro Calbi n'était pas un homme redouté. Sa rondeur était, il en était conscient, son meilleur déguisement. Nul ne savait dans le port ni dans la ville que cette enveloppe joviale et discrète dissimulait l'un des esprits les plus acérés, l'une des volontés les plus implacables et l'une des bouches les plus écoutées de Marsilia. On savait qu'il travaillait au palais, bien sûr, et qu'il était instruit. Ne fallait-il pas être instruit pour être si drôle? Mais on lui prêtait un rôle de clerc, de gratte-papier, de comptable. C'était une sinécure qui ne lui prenait pas trop de temps, pensait-on, car Lazzaro était souvent en ville, à traîner dans les tavernes et dans les commerces, ou à discuter sur le port avec les dockers et les marins. La gourmandise allait bien avec la paresse, pensait-on encore, et avec la bonhomie. Il s'occupait beaucoup de sa vieille mère, Lazzaro, et cela forçait la sympathie de tous. Il était cette figure familière que tout le monde connaissait, à qui tout le monde parlait, mais avec qui personne n'était véritablement intime. Les maris ne le considéraient ni comme un rival, ni comme un ami, et les femmes ne le voyaient ni comme un danger, ni comme une proie. Les enfants ne le voyaient pas vraiment comme un adulte, et lui extorquaient les pâtés et les friandises qu'il avait toujours dans les poches, et les érotistes, à qui il laissait pourtant beaucoup d'argent, ne le traitaient pas tout à fait comme les autres clients. On était habitué à sa curiosité, et à vrai dire on était plutôt heureux de répondre à ses questions, car il avait l'art de vous faire sentir intéressant. Il ne prenait jamais en mauvaise part les plaisanteries faciles sur son embonpoint, et poussait la grâce jusqu'à en inventer lui-même pour amuser la galerie. S'il avait eu le malheur de mourir, tout le monde serait allé désolé à son enterrement, en répétant « ce sont les meilleurs qui partent les premiers ». Cet adage, d'ailleurs, semblait vérifié par la longévité remarquable de la mère Calbi, dont tout le monde avait oublié le prénom, et qui régnait, depuis la fenêtre de sa maison de plain-pied, sur l'angle de la rue de la Passoire et de la rue Neuve. Grabataire depuis des décennies, elle était à la charge de son fils, mais ne s'en trouvait pas du tout diminuée. Son fauteuil de malade était un trône, et la fenêtre à laquelle elle apparaissait au monde lui semblait le meilleur poste de commandement qui soit. Son marin de mari ne l'avait pas trop malmenée avant de mourir en mer et de lui laisser un petit héritage, avec lequel elle avait acheté la maison basse. Elle estimait que cela avait été un excellent mariage et un non moins excellent veuvage qui avait permis à son fils de suivre des études au palais. Elle se plaisait à dire qu'en se noyant, son mari lui avait même épargné le coût d'un enterrement et que cette ultime délicatesse était apportée à son crédit éternel. Quand Lazzaro revint de l'épicerie pour lui apporter son repas, il l'entendit haranguer des jeunes filles qui passaient. « Oh, quand j'étais jeune, on ne s'habillait pas comme des érotistes à tous les coins de rue. Vous feriez mieux de vous consacrer à un art majeur. » Les jeunes filles pouffèrent, en allongeant le pas, et Lazzaro, les bras chargés de victuailles, pénétra dans la maison, ferma la fenêtre et fit rouler le fauteuil de sa mère jusqu'au niveau de la table. « Eh bien, mère, qu'as-tu appris de beau pendant ta matinée à la fenêtre ?» demanda-t-il, en installant le repas. La mère Calbi ne perçut pas la tendre ironie de son fils et répondit très sérieusement. « Oh, des tas de choses, Lazzaro. Les gens me parlent, tu sais. Tu serais surpris par le nombre de gens qui s'arrêtent à ma fenêtre pour me raconter leurs déboires. Je dois avoir une tête à inspirer confiance. » Lazzaro acquiesça sans l'écouter vraiment. Il avait développé une sorte d'écoute flottante qui lui permettait de survivre à la compagnie prolongée de sa mère. La vieille, en effet, répétait inlassablement, et dans un ordre aléatoire, les mêmes histoires, les mêmes proverbes, les mêmes souvenirs, les mêmes réflexions sur le monde, les mêmes critiques. Comme dans une pièce de théâtre qu'on connaissait par cœur, il suffisait d'entendre les premiers mots d'une tirade pour en savoir tout le contenu. Et Lazzaro avait donc pris l'habitude de penser à autre chose en même temps qu'il lui donnait la réplique, tout en restant attentif aux éventuels éléments nouveaux qui émaillaient malgré tout de loin en loin son monologue. Ainsi,
alors que sa mère dévidait les chevaux bien connus du récit de la déception qu'elle avait éprouvée lors de l'échec de Lazzaro au concours d'entrée dans l'aristocratie, qui fut suivi aujourd'hui par les chevaux non moins rebattus de son amour pour la peinture, qui, à l'entendre, formait quasiment le centre de son existence, Lazzaro ne l'écouta quasiment pas et ne tendit à nouveau l'oreille que lorsqu'il l'entendit prononcer une phrase nouvelle. « Tiens, j'ai vu passer de drôles d'étrangers ce matin. »« Ah oui ? À quoi ressemblait-il ? » ?»« Oh, il portait un bijou ridicule, là, en plein milieu du front. L'homme et la femme, un couple certainement, avec une certaine prestance, si l'on accepte ces espèces de joyaux d'un goût douteux. » Lazzaro enregistra l'information distraitement. « Est-ce que tu m'as rapporté un petit quelque chose du palais ?» demanda sa mère, une fois son repas achevé. La mère Calbi faisait collection de toutes les miettes d'art que Lazzaro pouvait trouver au palais. Esquisses abandonnées, partitions chiffonnées, accessoires de théâtre, cordes de viol, pots de peinture, brouillons de poésies effeuillées. Elle les rangeait avec délectation dans un meuble à tiroirs que Lazzaro lui avait acheté quelques années auparavant et qu'elle affectionnait particulièrement. En haut, les 5 tiroirs des arts majeurs, ornés de gravures symboliques, peinture, sculpture, musique, poésie, architecture. En bas, les 7 tiroirs des arts mineurs, danse, art du jardin, théâtre, érotisme, gastronomie, illusionnisme, haute couture. « Tiens, je t'ai trouvé un pan de robe dont la broderie était ratée. » Il sortit une petite pièce d'étoffe bleue, lourde et moirée, sur laquelle étaient brodés des motifs compliqués au fil d'argent. Tandis qu'elle s'en saisissait avec un mélange d'impatience et de révérence, il admira les yeux émerveillés de la vieille femme. On eût dit qu'il réfléchissait à une lumière invisible et mystérieuse émanant de l'étoffe. « Tu penses si c'est de la belle ouvrage ?» murmura-t-elle, fascinée. Quand il franchissait les portes du palais, Lazzaro Calbi devenait le consigliere. Les portiers et les serviteurs étaient ceux qui connaissaient le mieux le consigliere. Les uns parce qu'il usait et abusait du droit de se rendre partout et à toute heure, les autres parce qu'il réclamait sans cesse à manger. En dehors du capitaine de la garde, auquel il donnait mais assez rarement des ordres sans intermédiaire, les autres officiers du palais ne collaboraient jamais directement avec lui. Il était toujours présent, comme une ombre, au début des réunions, qu'il quittait souvent en plein milieu, et auxquelles il ne participait pas activement. Il se tenait toujours près de la reine, au cours des réceptions diplomatiques et des cérémonies officielles, derrière une rangée de ministres. On savait qu'à sa charge était associé un appartement luxueux, pourvu d'une bibliothèque personnelle, mais on ignorait le plus souvent où cet appartement se situait, ni même s'il y habitait réellement. La plupart du temps, les ministres l'ignoraient, les courtisans l'oubliaient, et les petites mains le traitaient, sans connaître son nom, avec la même affabilité distraite que les gros chats vagabonds du quartier del Arte. Une seule personne semblait voir à travers le rideau de sa chair énorme, mais c'était la seule qui compta vraiment, et si Lazzaro se moquait éperdument d'être raillé par tous les Marsiliens réunis, il eût été effondré en revanche de la décevoir, elle, ne fût-ce qu'une fois. Lazzaro croisa le prince Fabio dans le palais, qui le gratifia d'un signe de tête assez froid. Le prince se dirigeait vers le quartier del Arte, ce qui était hautement inhabituel, et Lazzaro se promit d'éclaircir ce mystère plus tard. Il eût largement préféré rencontrer son frère aîné, le prince Guaspare, car il avait des questions à lui poser, mais il espérait qu'un certain nombre des réponses qu'il convoitait lui seraient données par Lorenza. Lorenza Albarregno était maîtresse de l'existence de Lazzaro depuis qu'il avait débuté au palais une 20aine d'années auparavant. Non pas seulement sa reine, car on pouvait désobéir à son souverain, le critiquer, le manipuler ou subir son autorité de mauvaise grâce, mais sa maîtresse, celle qui donnait du sens à sa vie, celle qui était capable de gonfler son cœur d'orgueil, de joie ou de tristesse, celle qui recevait l'hommage silencieux de sa dévotion, avec gratitude, celle qui lui donnait l'impression d'être un homme parce qu'elle l'écoutait toujours avec respect et intérêt, même lorsqu'il n'était pas du même avis qu'elle, et qu'elle s'inclinait souvent devant la finesse de son analyse et la puissance de ses prospectives. Il n'y avait jamais eu de privauté, jamais. Lazzaro eût préféré mourir que d'exposer Lorenza à l'embarras d'une ambiguïté quelconque dans son comportement.
Leur amour, du moins son amour à lui et son amitié à elle, était au-delà des contingences sexuelles. Et même, s'efforçait-il de penser, cette asexualité le rendait inaltérable et sublime, comme un chef-d'œuvre. Lazzaro se heurta dans l'antichambre à la nouvelle petite main, une dénommée Graziella, qui gardait les yeux toujours baissés. « Qui dois-je annoncer » Lazzaro leva les yeux au ciel. « Petite, tu m'as déjà posé la même question hier et avant-hier et je ne sais combien de jours avant. Tu ne me reconnais pas ?»« La reine reçoit beaucoup de visites, signore. »« Regarde-moi bien, s'il te plaît. » L'enfant, récalcitrante, leva les yeux en rougissant et regarda Lazzaro. « Si tu ne me reconnais pas demain, Graziella qui est au service de la reine depuis 3 semaines, je te ferai changer de poste. » L'enfant, qui paraissait très effrayé, se mit à pleurer. « Et ne pleure pas ainsi, il n'y a vraiment aucune raison. » L'enfant renifla sans aucune retenue et frappa à la porte de la reine. « Vostra Altezza, c'est le signore qui est venu vous voir hier et avant-hier, » balbutia Graziella. Lazzaro soupira. Elle n'était vraiment pas très éveillée, songea-t-il. Quel âge pouvait-elle avoir? Il faudrait peut-être ordonner son redéploiement à un autre poste. Lorenza déclarait préférer les petites mains très jeunes pour leur fraîcheur et leur naïveté, mais il fallait savoir faire la différence entre la naïveté et la sottise, et le pas était vite franchi. Impatienté, il poussa l'enfant qui restait empêtré dans l'encadrement de la porte et la referma lui-même sur son passage. « Ah, c'est vous, Lazzaro !» dit la reine avec un sourire. « Graziella n'a pas été des plus clairs. » Lorenza, à près de 60 ans, n'avait rien perdu de son charme et de son élégance. Il lui baisa la main furtivement, avec une grande douceur. « Graziella me semble avoir la tête remarquablement confuse, si je peux me permettre une critique. Pourquoi les prenez-vous si jeunes ?» Lorenza semblait amusée. « Eh bien, d'abord parce que plus elles sont jeunes et plus elles ont de chances d'être sottes. Or, cela me repose, Lazzaro, infiniment. Je n'ai pas envie d'avoir une petite main trop curieuse ou trop prompte à tirer des conclusions. Pas envie non plus d'une intrigante qui s'attirerait ma sympathie pour mieux me soutirer différents avantages. Oh, il est sûr qu'avec cette Graziella, vous ne risquez guère d'être manipulé. »« Et vous, qui est votre petite main ?» demanda Lorenza distraitement. « La mère me protège des petites mains. Je fais le ménage tout seul et personne ne met le nez dans mes affaires. » Lorenza le considéra en souriant. « Je suppose que l'intelligence et la loyauté ne sont pas absolument incompatibles, dit-elle pour le taquiner. « Non, pas absolument, mais c'est assez rare pour que je sois irremplaçable, Altezza. »« Appelez-moi Lorenza, Lazzaro, cela fait 20 ans que je vous le dis. Mais asseyons-nous, voulez-vous? Je suis un peu lasse. » Lazzaro s'étonna de cette plainte, inhabituelle à cette heure de la journée, mais n'en dit rien. « Comment se porte le prince Guaspare ?» demanda-t-il pour changer de sujet. La reine s'anima et sourit à la pensée de son fils. « Il semble aller très bien. Il a même accepté un dîner en l'honneur de son retour ce soir. Vous êtes évidemment de corvée. » Lazzaro fit une moue approbative. « A-t-il fait le plein d'or ? » ?»« Mais oui, bien sûr. Nos œuvres d'art se vendent à des prix astronomiques. C'est à croire que les pays voisins n'ont pas d'artistes chez eux. »« Combien ? » ?»« Oh, je ne sais pas exactement. Il faudra voir avec le questore. Mais suffisamment. » »« Le duc des Sirtes a finalement acheté le triptyque de Vitelli ? » ?»« Il a hésité et tergiversé, est venu voir les tableaux à bord de la Liberta, est resté, paraît-il, plus d'1 heure à les contempler. Puis il a exigé de les voir à la lumière et Guaspare a dû organiser une exposition in situ dans le palais, à la suite de quoi le duc lui a demandé de remballer le triptyque et de patienter. Puis il a tenté de négocier, mais Guaspare n'était pas pressé. Il a maintenu le prix fixé et y a même ajouté les frais de mouillage occasionnés par ses palinodies. Bref, comme nous le savions depuis le début, le duc a fini par prendre le triptyque, au prix fort. Très bien. Guaspare se révèle un excellent négociateur, à ce qu'il semble. Peut-être, mais à quoi sert d'être un fin négociateur quand on n'est pas un négociant? Beaucoup de choses se négocient sans cesse, Altezza, comme vous le savez pertinemment. Lorenza ne souriait plus et regardait dans le vague. Lazzaro s'attarda à regarder son profil et les transparences de sa tunique légère, un moment de trop. Malheureusement, dit-elle, certaines choses ne se négocient pas. Pendant que j'y pense, le capitaine de la garde souhaite que vous passiez le voir à la commanderia. Il s'agit d'un cadavre sorti de je ne sais où pour lequel il sollicite vos lumières. Cela m'a semblé urgent.
J'irai dès que possible. Lazzaro, reprit-elle gravement, après un silence. Il y a quelque chose que je voudrais vous cacher, mais que vous allez découvrir de toute façon, car rien ne vous échappe. Je me dis qu'il vaut mieux vous le dire. Mais il s'agit d'un secret d'État. Lazzaro essaya de décrypter l'expression complexe de la reine. Elle semblait tout à la fois anxieuse, désolée, incrédule et hésitante. De tous mes proches, à votre avis, qui ressentirait le plus de peine à la nouvelle de ma mort prochaine? Lazzaro sentit le sang quitter son visage et fourmiller dans ses mains. Que voulez-vous dire, Lorenza? Balbutia-t-il. Je crois que c'est vous, Lazzaro. Je crois que c'est vous qui m'aimez le plus. Il est juste que je vous le dise en premier. Elle regarda à nouveau dans le lointain, peut-être pour le laisser rassembler ses esprits. La dottoressa est formelle. J'ai quelque chose là. Lazzaro la regardait, avec une intensité douloureuse. Elle fit glisser lentement, en le regardant dans les yeux, les bretelles qui retenaient sa tunique. C'était un geste chargé à la fois d'érotisme et de désespoir, un geste que Lazzaro n'eût jamais espéré lui voir un jour faire en sa présence, mais qu'il aurait voulu aujourd'hui ne jamais avoir vu. Les seins de Lorenza étaient apparus, striés de vénules, fragiles, terriblement émouvants, le sein droit déformé par une tumeur. Délicatement, avec une douceur d'amant, Lazzaro tendit les mains vers la reine, qui ne l'arrêta pas. Il hésita un instant à quelques centimètres d'elle, puis il saisit les deux bretelles et les rajusta respectueusement. « Il doit exister un remède, Altezza. Je vais retourner ciel et terre pour le trouver. » Lorenza souriait, mais Lazzaro n'arrivait pas à soutenir son regard. « Eh bien, c'est décidé. Je vous confie cette mission en plus de toutes les autres. C'est un secret d'État, je vous l'ai dit. Mes enfants ne doivent pas le savoir pour l'instant, sous aucun prétexte. Soyez très discret. »« Bien, Altezza. »« J'ai votre parole, Lazzaro. » Il se pencha pour baiser convulsivement sa main. « Vous avez ma parole, comme tout le reste de ma personne. » Quelques minutes plus tard, Lazzaro Calbi, le visage fermé, le front barré par une ride verticale, essayait de démêler les propos confus du capitaine de la garde. « Parce que ce cadavre en principe ne relève pas vraiment de ma juridiction, consigliere, étant donné que, techniquement, il n'a pas été retrouvé dans le palais. » Lazzaro avait l'impression que son cerveau palpitait et voletait comme un papillon autour d'une flamme. L'image érotique et funèbre des seins nus s'imposait sans cesse à son esprit. « Vous êtes d'accord ?» demandait le capitaine. Lazzaro ne savait pas de quoi l'homme parlait. Il acquiesça au hasard et essaya de se concentrer. « Vous comprenez, je ne me sens pas du tout d'interroger les aristocrates, » continuait le capitaine, « et mes hommes encore moins. Cela demande beaucoup de prestige pour obtenir leur collaboration et... » Reprenez depuis le début, capitaine. Où le corps a-t-il été retrouvé? En bas des remparts, du côté ouest. Étant donné l'état du corps, la pauvre fille a dû se jeter du haut de l'une des tours. C'est le 3e suicide depuis le début de la saison. Elle a été identifiée? Non, consigliere, pas encore. Mais ses vêtements suggèrent qu'il s'agit d'une aristocrate. Si vous pouviez vous charger de... Où l'avez-vous mise? À la crypte, consigliere. Je l'ai confiée à la dottoressa. La dottoressa, qui avait découvert la tumeur. Il se rendrait dans son laboratoire à la première heure le lendemain. Pour l'heure, il fallait qu'il se reprenne, vite, qu'il se débarrasse de l'image de ce sein qui le hantait. Les informations qu'on venait de lui transmettre et l'idée même du cadavre défiguré s'étaient déjà évaporées lorsqu'il passa la porta prima, qui constituait l'entrée principale et officielle du palais. Il dut s'arrêter un instant pour se frotter les yeux, comme si ce geste était capable d'ôter l'image qui s'était imprimée en lui. Mais plus il frottait ses yeux douloureux, plus l'image reparaissait, d'une netteté confondante dans son esprit. Les fines vénules mauves qui marbraient la peau délicatement, comme une calligraphie légère, les aréoles rouges, dont les contours étaient devenus imprécis et presque flous, les mamelons saillants, à cause peut-être de la fraîcheur du vent, ou de l'excitation de cette exhibition dramatique, cérémonielle,
la forme encore belle du sein gauche, petit et lourd, qui semblait inviter à le soutenir de la paume, et l'excroissance odieuse sur le sein droit, comme un défaut du modelé, comme un animal tapi, comme un fruit mortel. Le désir et la douleur l'étreignaient. Pourquoi? Pourquoi s'était-il retenu? Incapable de penser, il laissa ses pas le diriger vers le temple des érotistes. Lazzaro était un habitué, et on le reçut, lui et son obole, avec le sérieux et la discrétion habituels. Il y avait tant de couloirs et de portes, d'entrée et de sortie dans ce dédale, qu'il n'arrivait jamais qu'on croisât un autre client. Lazzaro avait été surpris, en consultant les plans du bâtiment, par son architecture étrange autant que par sa taille. En effet, on y pénétrait par une petite porte, au milieu de façades ordinaires, et aucun hall, aucune salle de bal, aucun escalier monumental ne pouvait en laisser deviner l'énorme dimension. Certes, on marchait dans des couloirs, et l'on traversait des galeries, mais ce chemin qui était celui du désir ne paraissait pas vraiment d'ordre géographique, et l'on ne cherchait pas à l'analyser. L'érotiste dans la chambre de laquelle on le laissa le connaissait bien, et fut un peu étonné de le voir s'approcher et lui murmurer de nouvelles consignes à l'oreille. C'était une femme d'une 40aine d'années, fine et de petite taille, qui aimait les tissus transparents. Elle passa derrière un paravent et se revêtit d'une toge retenue par des bretelles, puis elle s'assit sur une méridienne en face de Lazzaro. Sans sourire, elle le fixa longuement, avec tristesse, et très lentement, si lentement que Lazzaro se sentit défaillir, elle fit glisser, l'une après l'autre, les bretelles sur ses épaules. La toge au début ne tomba pas, et il fallut une respiration un peu plus forte pour la faire glisser. Sa poitrine très légèrement fanée n'était pas marbrée, mais les seins ressemblaient un peu à ceux de Lorenza, et Lazzaro, pris de vertige, les caressa longuement, les tint dans ses paumes immobiles, puis il approcha sa bouche, et lorsqu'il sentit le mamelon sous sa langue, il ne put s'empêcher de jouir. L'érotiste lui caressa le visage tendrement. « Qu'est-ce qui t'arrive, Lazzaro? D'habitude, tu ne touches pas. » Chapitre 4. Les artocrates. Refroidissant au vent léger qui montait de la mer, miroitant à la lueur des flambeaux, les chefs-d'œuvre gastronomiques s'amoncelaient sur la table. Ils avaient nécessité des heures de préparatifs et fait couler les larmes d'une dizaine de petites mains, mais les convives, en dehors de Lazzaro Calbi, y toucheraient à peine et ne les commenteraient même pas. « Cher Apollonio, je n'ai pas pu vous recevoir hier et entendre les détails de votre nouveau projet, dit aimablement la reine. Qu'est-ce qui vous occupe en ce moment? » Vitelli, qui depuis le début du dîner se distinguait par son silence et ses regards agités et fiévreux, sembla se réveiller d'un songe et revenir au monde. « L'occupation est une belle métaphore, ma reine. C'est exactement cela, je suis occupée, c'est-à-dire pour être plus exact que je suis envahie. Je suis toujours émerveillée de voir la manière dont cela se déclenche, à partir d'une simple idée qui était toujours déjà présente dans un coin de ma tête, parmi des dizaines d'autres. Quelque chose soudain se développe, prend forme, s'épaissit, se colore. « Un tableau ?» demanda Gemma amoureusement. « Non, ce n'est pas encore un tableau. C'est plutôt comme un rêve ou une vision. C'est quelque chose qui m'englobe, qui m'enveloppe, qui me retient prisonnier, et pourtant qui m'échappe sans cesse, comme si mes yeux accommodaient mal, comme s'ils ne distinguaient que de grandes masses énigmatiques dans un paysage crépusculaire. Et puis peu à peu, la vision se déploie. Elle devient plus nette. Des lignes précises m'apparaissent, puis des couleurs subtiles, par pans entiers, et parfois des personnages qui surgissent dans une attitude singulière, ou des visages aux traits frappants. Mais la composition de l'ensemble,
l'harmonie qui relie tous les détails, le sens général, ne m'apparaissent qu'à la fin, quand le tableau est fini. « Et alors ?» demanda Guaspare. « Alors la vision disparaît, elle me quitte, et j'en suis libérée. Je l'ai transférée sur la toile, elle est advenue dans la réalité. » « Oh, tu décris une sorte d'inspiration magique, se moqua Margherita. Mais je te vois tâtonner et travailler comme nous tous, dans ces moments de préparation d'un tableau. »« Oui, dit-il sans relever l'ironie. Lorsque les couleurs m'apparaissent, je dois les fabriquer. Lorsque les positions des personnages se dévoilent, je dois faire poser les modèles et crayonner des esquisses. Ce n'est que par le travail que j'arrive à progresser dans le labyrinthe. Si je ne travaillais pas, la vision m'obséderait pendant des années, indéfiniment, et je n'arriverais jamais à en accoucher. »« Comme une femme enceinte d'un mort-né » ironisa encore Margherita. Vitelli ne répondit pas. « Lorsque j'étais enfant, dit Guaspare, ma mère me demandait toujours de lui décrire ce que je voulais peindre. Pouvez-vous nous décrire votre idée, à ce stade, l'idée de votre prochain tableau ?» demanda Guaspare. Apollonio n'eut pas un moment d'hésitation, et s'exprima comme s'il avait réellement quelque chose sous les yeux. « Je vois sur la droite un groupe nombreux, peut-être des courtisans ou des princes pris dans un tourbillon de mouvements. Je ne sais pas encore à quoi les mouvements correspondent. Le maelstrom pourrait être une danse, un jeu, ou bien une fuite, une panique, une procession, ou peut-être même une représentation théâtrale. Cette partie de la vision est en clair-obscur, avec un éclairage vif mais artificiel. Et puis je vois au premier plan, presque en train de sortir du cadre, un enfant, ou un nain, ou encore un singe, costumé. Je vois la silhouette accroupie, et un visage chiffonné, grimé peut-être, regardant le spectateur avec férocité. De l'autre côté, à gauche, je vois une grande fenêtre ouverte sur un paysage que je ne discerne pas. La lumière est pure, le ciel encore piqué d'étoiles. Je pense qu'il s'agit du matin. Sur la gauche, un personnage solitaire. Une femme, de dos, qui se déshabille devant un miroir. Je ne vois pas l'expression ou les traits de son visage, juste le geste de ses bras qui dénudent sa poitrine. Lazzaro tressaillit à l'évocation de cette femme découvrant ses seins, et afin de se ressaisir, il se concentra sur les réactions de chacun. Gemma souriait doucement, avec une admiration non dissimulée. Elle croyait sans doute se reconnaître dans cette femme au miroir, et rêvait à cette image d'elle-même encore nimbée de mystère qui emplissait l'esprit de son amant. Guaspare et Lorenza semblaient réellement intéressés. Margherita Barberiggi, quant à elle, piquait obstinément sa fourchette dans son assiette magnifiquement dressée, comme pour bien marquer qu'elle n'était pas impressionnée par cette démonstration de génie. Fabio et sa femme Nicolina semblaient à la fois mal à l'aise et peu désireux de le cacher. Ni l'un ni l'autre n'avait de goût pour la peinture, et Fabio ne voyait sans doute dans le discours de Vitelli que la promesse d'une vente avantageuse pour Marsilia. Gabriello Baccio semblait plongé dans une profonde réflexion, ou peut-être n'était-ce qu'un profond ennui. « Et le titre ?» demanda Guaspare. « Quand vous vient-il ?»« À la fin, lorsque j'ai enfin compris ce que je peignais. Pour le moment, je n'en ai pas la moindre idée. Quel est le rapport entre cette femme, ce singe et ce groupe chamarré ? Quelle structure peut tolérer côte à côte cette lumière d'intérieur et cette atmosphère de chambre à l'aube ? Cela reste un mystère. » Margherita fit une moue moqueuse, et Gemma, agacée, lui demanda. « Margherita, je suppose que toi aussi tu peux te prêter à cet exercice ? Que tu as toi aussi des visions de tes tableaux à venir ? » ?»« Pas du tout, ma chère. Chaque artiste a ses méthodes de travail. Pour moi, je n'ai jamais eu de vision. Je ne construis rien en esprit. Je travaille la matière, et c'est la matière qui me guide. Je crée la couleur d'abord, et ensuite je me demande de quoi est-ce la couleur. Il y a les peintres qui dessinent, comme Apollonio. Ils représentent quelque chose, et ils donnent d'abord une forme. Et puis, il y a ceux qui travaillent directement la couleur avant la forme. « Il me semble que c'est ainsi que je travaillerais, » intervint Guaspare, « si je peignais. Je commencerais par la couleur. »« Par quelle couleur ?» demanda Margherita. « Le rose et le bleu, lança Lorenza.
Guaspare jeta un regard appuyé à sa mère. Oui, le rose et le bleu, sans doute. Les couleurs de l'aube sur la mer, dit rêveusement Margarita. Guaspare lui sourit, séduit, et Lazzaro se désintéressa d'eux. Ces deux-là passeraient probablement la nuit ensemble, et leur conversation allait se résumer à un badinage sans intérêt. Il avait l'impression douloureuse que Lorenza, d'habitude si rompue à l'exercice périlleux du bavardage mondain, peinait un peu à faire rebondir la parole. Elle s'acquittait de sa tâche d'hôtesse, mais avec toujours un léger temps de retard, comme si elle devait fournir un effort à chaque réplique. « Vous avez raison, Margarita, » reprit aimablement Lorenza. « Chaque artiste a ses méthodes de travail. D'ailleurs, comment composez-vous, vous-même » demanda-t-elle à Gabriello Baccio. Évidemment, si chaque artiste a ses méthodes au sein d'un même art, vous vous doutez bien qu'entre la peinture et la musique il n'y a absolument rien de commun, ni même de comparable. La musique ne représente pas, elle ne peut s'adosser à aucune image, elle est un pur reflet de la vie intérieure, des sentiments délicats de l'âme. On ne compose que sous l'emprise d'une émotion. Et puis la musique n'est pas un art de l'espace, mais un art du temps. L'émotion, une fois saisie, doit évoluer, se métamorphoser, glisser, battre comme une pulsation, puis mourir. C'est impossible à expliquer. « Ah, vous me donnez envie de vous entendre, » dit Lorenza. « Nous ferez-vous l'honneur d'un chant de votre composition, maestro ?» Gabriello Baccio but une longue gorgée de vin, puis se leva et s'inclina devant la reine. Quand il se mit à chanter, ce fut d'une seconde à l'autre comme si la texture du monde avait changé. L'atmosphère légère, un peu acidulée de ce dîner mondain, s'évapora comme un alcool volatile. La voix les faisait rentrer en eux-mêmes, les faisait évoluer dans des profondeurs, des méandres qu'ils ne soupçonnaient pas au-dedans d'eux. Écoutez le cantatore dilatait votre cœur, agrandissait votre âme, vous montrait la complexité infinie de votre espace intérieur. Il fallut quelques instants de silence, puis de vifs applaudissements, pour laisser passer la musique et dissiper son charme. « Maestro, vous avez dû recevoir un petit garçon que j'ai pris à bord de la Liberta, » dit Guaspare pour reprendre la conversation. « Le jeune Adrienne, un charmant enfant. » Baccio le toisa d'un air mi-sérieux, mi-moqueur. « Je l'ai tout d'abord pris pour une petite main, et le quiproquo a duré toute la journée d'hier. » Gemma et Apollonio rirent. « L'avez-vous entendu chanter ?»« Qui ne l'a pas entendu chanter? On m'a dit qu'il avait chanté dans les bains des petites mains, dans une cour et même dans les cuisines. Ce n'est pas un enfant, c'est un véritable coq. » Guaspare était agacé d'avoir à insister pour obtenir un commentaire sur la qualité de son chant. « J'ai trouvé sa voix très prometteuse, fit-il, lorsqu'il nous a fait l'honneur de nous divertir à bord de la Liberta. » Baccio hocha la tête, d'un air dubitatif. « Oh, il y a quelque chose, c'est sûr, mais 3 fois sur 4, ces voix d'ange se brisent à la puberté. Je ne suis pas sûr qu'il en reste grand-chose après. » Sa famille a payé un tribut considérable pour qu'ils jouissent de votre enseignement, dit Guaspare. Une somme qui représente pour eux d'immenses sacrifices. Baccio haussa les épaules. Leur sacrifice ne me regarde pas, prince Guaspare. Nous faisons tous des sacrifices au nom de l'art. Ce que l'art coûte à chacun ne doit pas être pris en compte dans le jugement esthétique. Lorenza acquiesça, gravement. Ce que l'art coûte à chacun, répéta-t-elle rêveusement. Vous avez tout à fait raison, maestro. L'art vaut tous les sacrifices, et il est vain d'en faire le compte. Ces paroles firent l'effet d'un courant d'air glacé. Tout le monde savait à quoi la reine faisait référence, et il semblait que la porte du roi, cette porte mystérieuse dont sourdaient parfois des éclats de voix et des plaintes, cette chambre scellée, hantée par un démon, devant laquelle on passait en allongeant le pas, se fut soudain entr'ouverte. « Mais qu'est-ce que l'art vous coûte à vous, maestro ?» demanda soudain le prince Fabio d'un ton légèrement agressif. « Il me semble que vous ne manquez de rien, que la gloire, la fortune, la santé la plus insolente vous comblent de leurs bienfaits. De quel sacrifice parlez-vous » Gabriello Baccio se redressa de toute sa hauteur pour regarder Fabio d'en haut. Le dos droit, la tête haute, l'œil flamboyant, il paraissait rayonner de mépris. Lazzaro, comme toujours, s'émerveilla de l'assurance des aristocrates pour qui les princes n'étaient que des valets ou, au mieux, des banquiers.
La gloire, la fortune, la santé, ce sont les biens les plus précieux pour les gens comme vous. Mais ils ne sont rien à mes yeux. Je n'échangerai pas un octave de ma voix contre tout l'or du monde, ni contre 10 ans d'existence. Rien de tout ce qui vous meut, rien de tout ce qui vous émeut n'a de sens pour moi. La vie n'a pas de sens pour les artistes, vous comprenez? Leur vie vaut moins que leur art, et quelle que soit leur gloire, le sacrifice est le même pour tous. Les artistes ne s'intéressent pas à leur vie. Apollonio hochait la tête pensivement. « Tu es d'accord, Apollonio » demanda Gemma, avec un soupçon d'anxiété. « Gabriello est un peu radical, dit-il. Je ne dirais pas que les artistes ne s'intéressent pas à leur vie. Je dirais plutôt que ils n'arrivent pas à vivre totalement dans leur vie. Ils ne vivent pas dans le monde. »« Et où donc vivez-vous » demanda Nicolina, manifestement sceptique. « En imagination la plupart du temps. Je me sens rarement connectée à mon corps, rarement connectée à l'espace commun. Je me sens toujours ailleurs. » Fabio et Nicolina échangèrent un regard lourd de jugements inexprimés. « Toujours ailleurs et toujours seul, » ajouta Gabriello Baccio. « Ce qui est arrivé à votre père, prince Fabio, n'est pas un accident. Ce n'est pas un événement isolé, ce n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel sans nuages. C'est ce qui nous guette tous, sans cesse. Nous prenons tous part à ce qui lui arrive. »« Il est resté coincé dans son ailleurs, » ajouta Vitelli. « Allons, mes enfants, assez parlé de choses tristes, » ordonna la reine assez abruptement. « Ceci n'est pas un repas funèbre, mais un dîner en l'honneur de Guaspare, pour fêter son retour. » Le vin coula, et avec lui le miel doucereux des sourires et des compliments d'usage. Fabio s'enquit des transactions commerciales de Guaspare et félicita son aîné. Cette attitude ne manqua pas de surprendre Lazzaro. Fabio ne se comportait pas de manière habituelle depuis plusieurs jours. Il se rendait au quartier dell'Arte, redoublait d'amabilité envers son frère qu'il n'avait jamais apprécié. Que cherchait-il donc? Margherita réclama avec insistance des anecdotes marines, et voyant que Guaspare brûlait d'envie de parler de la mer, elle se passionna successivement pour les manœuvres délicates, les avaries techniques, les mammifères marins et les combats entre les hommes d'équipage. Guaspare se laissa porter par le vin, comme par un vent régulier soufflant dans ses voiles, grisé de mouvement et insoucieux de la destination. Il était heureux de voir sa mère, sa sœur et même son frère, qui se montraient plus aimables qu'à l'accoutumée. Il suffisait peut-être de détourner les yeux, pour ne pas voir ce qu'il n'avait pas envie de voir, résolument, comme on tourne le dos à un porc que l'on quitte. Il suffisait de ne pas regarder les traits tirés de sa mère, la colère contenue de son frère, la passion pathétique de sa sœur, la goujaterie des aristocrates. Il suffisait de passer très vite devant la porte de son père. Tous les problèmes ce soir semblaient céder à l'euphorie du vin et de cette femme offerte, enveloppante, qui l'écoutait avec une attention flatteuse. Lazzaro Calbi, qui était resté comme souvent silencieux, avec l'excellent prétexte d'avoir sans cesse la bouche pleine, profita d'une pause dans les récits de Guaspare pour amorcer une conversation parallèle avec ses voisins de table. « La conversation des aristocrates est légèrement trop intellectuelle pour moi, » dit-il en souriant, « et je n'ai aucun goût pour les histoires de navigation. Me sauverez-vous de la migraine en me donnant quelques nouvelles de la terre ferme ?» Il savait que cette médisance lui obtiendrait immédiatement la connivence du couple princier. « Je me demande si mon frère n'a pas raison finalement de préférer la vie en mer, » dit Fabio. « Il est sûr que la compagnie exclusive des aristocrates n'est pas bonne pour la santé mentale. » Lazzaro nota le regard de biais que le prince lança sur sa sœur Gemma. « Vous prêchez un convaincu, » dit Lazzaro. « Le capitaine de la garde me rapportait ce soir encore un suicide parmi les aristocrates. » Nicolina, friande de toute nouvelle croustillante ou sanglante, rapprocha sa tête de la conversation. « De qui s'agit-il? Pas d'un aristocrate célèbre, j'espère. » Lazzaro songea qu'elle espérait probablement, en réalité, le contraire. « Non, je ne crois pas. Sans doute une adepte d'un art mineur. Une jeune femme, apparemment, qui se serait jetée du haut des tours. »« C'est leur mode de vie qui est en cause de tous ces dérèglements, si vous voulez mon avis, » dit Fabio à mi-voix, d'un ton sentencieux.
Ils ne respectent ni le rythme du soleil, ni les lois de la morale, ni la moindre échéance sociale. Ils vivent dans une oisiveté permanente, encouragés dans leurs caprices, dans leur paresse, et débordant d'ennui. Cela leur monte à la tête. Ils produisent malgré tout de belles œuvres, mon prince, et beaucoup de richesses pour Marsilia, dit prudemment Lazzaro. Grâce à des gens comme mon frère, qui se donnent la peine de prendre la mer pour aller les vendre, consigliere. Grâce à toute la cité qui les nourrit. Lazzaro n'était pas surpris par ce discours, qui n'était pas nouveau en lui-même, bien qu'il lui parût plus imprudent et plus radical qu'auparavant. Quelque chose avait changé en Fabio. Son attitude de jeune prince critique, coutumier de vagues allusions anti-aristocratiques, qui pouvaient passer pour des sarcasmes personnels, s'était mué en un discours construit, le discours politique d'un père de famille qui fonde ce qu'il dit sur une assise sociale, d'un homme qui a des appuis. Même si j'étais d'accord avec vous, gloussa Lazzaro, j'hésiterais à vous le dire. Ce sont certainement des propos séditieux, prince Fabio, dans un dîner tel que celui-ci. Le vent tourne, Calbi, dit Fabio d'un air volontairement mystérieux. Lazzaro Calbi soutint le regard pénétrant de Fabio. En effet, le vent tournait. Et si Lorenza tombait réellement malade, des tempêtes politiques pourraient se déchaîner plus tôt que son fils cadet ne le pensait. « Vous étiez au quartier dell'Arte ?» demanda Lazzaro d'un air négligent. « Pardonnez mon indiscrétion, je me suis demandé si c'était pour commencer l'éducation artistique de votre fils aîné. Et dans ce cas, si je peux me permettre un conseil, je vous suggère d'opter pour la gastronomie. C'est un art mineur, injustement méprisé, et qui aurait grand besoin de votre protection. » Fabio hésita un bref instant. « Non, nous avons décidé que nos enfants ne suivraient pas l'enseignement traditionnel des princes de Marsilia. J'étais chez mon père. » Lazzaro tenta de dissimuler sa surprise, mais n'y parvint pas tout à fait. « Excusez-moi, j'ignorais que vous aviez l'habitude de lui rendre visite. »« Ce n'est pas une habitude, » s'empressa de dire Nicolina. « J'ai dit à Fabio que ce n'était pas une bonne idée, mais il n'a rien voulu savoir. » Lazzaro ne savait pas s'il devait ou non relancer cette conversation, qui lui paraissait glissante. Il préféra revenir en eaux moins troubles. « Ah, on dirait que votre frère a cessé de parler de cétacés et de mutinerie, dit-il en ramenant son attention vers Guasparé. « Je vous assure, mère, disait ce dernier, il faut absolument que vous les rencontriez. C'est une sorte de magie qui serait bien utile à nos illusionnistes. »« Mais en quoi est-ce que cela consiste ?» demanda Gemma, incrédule. « Tout ce que tu racontes me paraît bien confus. Il calcule, il mémorise et il parle mieux que les autres. Est-ce là tout ?»« Non, ce ne sont que quelques tours inoffensifs dont ils m'ont fait gracieusement la démonstration. Mais ils m'ont dit que l'esprit, comme ils l'appellent, a de multiples applications, pour les guérisseurs, pour les combattants, pour les orateurs. » Le mot de guérisseur avait fait réagir dans une communion parfaite Lorenza et Lazzaro, qui échangèrent un regard muet. « Leur société est tout entière basée sur la maîtrise de cette discipline, » continua Guasparé. « C'est comme une faculté qui les rend plus performants, plus efficaces, plus concentrés, dans tous les domaines. »« S'en servent-ils dans l'art ?» demanda Gabriello Baccio, intrigué. « Tout ceci me paraît bien religieux, » soupira Vitelli, en réprimant un bâillement hautain. « Non, protesta Guasparé, ils ne sont pas du tout religieux. Leur cité est athée. Et pour ce qui est de l'art, je suppose, oui, il faudra le leur demander. »« Tu dis qu'ils portent des pierres sur le front, comme une sorte de diadème ?» demanda Gemma. « Non, ce ne sont pas de simples bijoux. Les pierres ne sont pas attachées par des liens, elles sont incrustées dans la peau. »« Et tu te moques de nous, bien sûr, quand tu prétends qu'elles brillent » continua Gemma, de plus en plus incrédule. Guasparé éclata d'un rire bon enfant. « Vous n'avez qu'à tenir des paris si vous ne me croyez pas. »« Je parie 100 ducats qu'elles ne brillent pas vraiment, » lança Vitelli. « Et moi je parie 100 ducats que ces pierres sont attachées d'une quelconque manière à leur front, » renchérit Gemma. Margherita fit semblant d'hésiter longuement. « Je parie 200 ducats que vous vous trompez tous les deux, et que ton frère dit vrai, Gemma, » dit-elle en mettant sa belle main couverte de bagues sur l'avant-bras de Guasparé, où elle l'oublia quelques instants. Lazzaro souriait machinalement, mais le regard de Lorenza, mêlé de détresse et d'espoir, l'avait percé au cœur. Il sursauta légèrement quand Fabio lui glissa à l'oreille.
Des centaines de ducats qu'ils n'ont pas gagnés, et qu'ils misent uniquement pour se désennuyer. Lazzaro lui fit un sourire poli. Décidément, le prince Fabio était en campagne.